Bonjour à tous. Ah bonjour. Hein. Il est 8h de 4 minutes passées, nous sommes le jeudi 29 décembre de l'an 2022. Bienvenue sur le deuxième jour du projet Francis. On va entamer directement avec la chronique de Ronan qui portera sur... Les 4 défenestrations de Prague, ça a l'air très chiant. Pourtant, c'est la manière dont le monde a changé 4 fois parce qu'on a balancé un type du haut d'un hôtel de ville quelque part dans une ville d'Europe centrale. Déjà, premièrement, Cédric, est-ce que tu sais d'où vient le dollar? Le mot dollar, non. Quand les États-Unis se sont fondés... Ah, ça remonte à bien plus en Washington, arrière tout que ça. ça. Ah ouais. Au 15e siècle, quelque part en Europe centrale, justement chez un pays qui se trouve à peu près ici, c'est la République tchèque, se trouve un petit village minier à l'est de la Bohème qui s'appelle Thaler. Une sorte de ville libre où les seigneurs n'ont pas d'énormément de taxes et donc du coup le commerce de l'argent qui est issu de la mine permet de développer très fortement le commerce, etc. On se met même à frapper des monnaies à l'effigie du seigneur local et de la ville. Et ça s'appelle du coup la monnaie de Thaler. Et cette monnaie, on va la retrouver un peu partout en Europe, dont dans les premiers bateaux qui vont se retrouver dans le Nouveau Monde, qui vont fonder par exemple, alors ce qu'on appelle aujourd'hui New York, mais ce qui à un moment s'est appelé la Nouvelle Angoulême, puis la Nouvelle Amsterdam. Et c'est via du coup les Néerlandais qu'on va récupérer le Thaler, qui était cette monnaie d'argent, qui va être récupérée par les Américains et leur accent anglais de l'époque, qui vont déformer ce mot-là, et ça va donner le dollar au long terme. Du coup, commençons un petit peu sur notre petite chronique. Prenons une simple carte de l'Europe. On va se retrouver ici, en République tchèque. À une époque, la République tchèque et la Slovaquie formaient un seul pays. Mais nous, à l'époque où on va aller, on va se retrouver en 1419, en Bohème. La Bohème qui est la région principale qui se trouve au centre de la République tchèque. À cette époque-là, on a eu un grand roi qui était aussi empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire une entité qui rassemblait l'Allemagne, une partie de la Pologne, le Liechtenstein, mais bon, ça c'est un détail, l'Autriche, etc. C'était Karel IV, ou Charles IV en français, et c'était un très bon roi. Puis il a eu un fils, Venceslas IV, quelqu'un de vraiment pas très doué pour la job. Et il va créer beaucoup de mécontentement, dont du mécontentement religieux. En fait, sa manière de gérer les impôts et de dire comment est-ce que le roi perçoit ses impôts sur le domaine royal, eh ben, il va faire passer des impôts par l'église. Vu que tout le monde va à l'église historiquement à l'époque, tout le monde y croit. Il y a des manières de faire, des manières de récolter de l'argent, des manières même de l'église de réguler les mœurs qui vont pas plaire en fait en Bohème à cette époque-là. Et ça va lancer ce qu'on va appeler le mouvement hussite avec un H, qui vient de Jan Hus, qui est entre guillemets la première manifestation de ce qu'on peut appeler le nationalisme tchèque. Il va dire écoutez, moi je suis prédicateur, j'ai une formation de prêtre, etc. Sauf que moi je trouve que l'église, ce qu'elle fait, c'est vraiment pas cool. Le petit problème, c'est que Jan Hus va se faire choper. Il va se faire mettre sur un bûcher. Et ses derniers mots seront Pravda viteje, ce qui veut dire littéralement la vérité prévaudra. Sauf que ce qu'il a laissé, ça va déclencher plus de 5 croisades à la suite, ce qu'on va appeler les croisades du Cid, c'est-à-dire réprimer des gens, etc. En 1419, il y a une manif qui passe devant l'hôtel de ville de Prague, et depuis l'hôtel de ville, on ne sait pas de qui, un pavé va partir. On ne sait pas qui est-ce qui le touche, hein, mais il va sûrement toucher quelqu'un dans le crâne et il va probablement le tuer. Hein. Très bonne analyse, super. Ça va énerver énormément la foule, qui va rentrer dans l'hôtel de ville, qui va sortir 7 échevins. Les échevins, en gros, ce sont des sortes de magistrats religieux qui sont engagés par le Seigneur. Ils vont être jetés par la foule en contrebas, et la foule aura prévu en contrebas des pics, des gens qui tiennent des pics. Et ils vont être empalés. Ce que ça va créer, c'est que ça va encore plus aggraver les croisades du Cid dont je vous ai parlé auparavant, mais d'autant plus, je vous ai parlé juste avant de Venceslas IV qui avait un règne horrible. Du coup, vu qu'il est tellement nul, son voisin, le Hongrois, qui est un peu son cousin aussi, veut lui dire je m'appelle Sigismond Ier, j'aimerais bien prendre ton royaume. Sauf que personne n'aime Venceslas IV, mais personne n'aime encore moins se faire prendre son propre pays. Et jusqu'en 1436, on va se retrouver avec des back-to-back de finalement c'est les Hussites qui gagnent, finalement c'est les Hongrois qui gagnent, finalement l'église s'est armée, du coup les Hongrois regagnent. Et ça va se terminer sur une sorte de non-lieu où les modérés en fait des Hussites vont obtenir des avantages, des tolérances sur la religion avant même que le protestantisme soit inventé. Mais du coup, ça nous emmène à la deuxième défenestration qui est un peu plus anecdotique mais qui pourtant est dans la suite des événements. En 1468, c'est un peu la continuité du bordel précédent. Je pense que le terme bordel est vraiment très mesuré. Les Hongrois ont encore décidé de continuer de faire chier tout le monde. Il faut savoir qu'ils avaient un roi, Matthias Corvin, et les Hongrois vont lancer une sorte de coup d'État catholique qui va essayer de renverser en fait le roi de Bohème. On va se retrouver avec les envoyés hongrois qui étaient venus faire le coup d'État avec des hommes en armes. Les hommes en armes vont voir repasser leurs envoyés qui sont passés dans l'hôtel de ville par la fenêtre, et la foule va arriver et va trucider tous les soldats. En fait, ces troubles-là vont créer une telle défiance envers les monnaies qui viennent d'Europe centrale, dont celle tchèque, va faire tomber le taux du thaler, et personne ne va vouloir l'utiliser pendant plus de 20-30 ans. Si ça avait continué de durer, et que là, imaginons, ils auraient raté partiellement le coup d'État, mais pas autant que maintenant, le dollar ne s'appellerait peut-être même pas le dollar, parce que cette monnaie aurait été beaucoup moins populaire.
On va passer à 1618, et là, Cédric, j'ai demandé sur un papier, sachant que la population d'Europe, en 1618, si je ne m'abuse, c'est à peu près 150 millions. Si une guerre éclatait pendant 30 ans, à tout hasard, combien de morts ferait-elle? Tu écris la réponse sur papier, tu gardes ce papier caché, on y reviendra plus tard. En fait, il faut revenir un petit peu en arrière. On a toujours des problèmes avec la religion. Du coup, en 1755, un petit peu en arrière, on a eu ce qu'on appelle la paix d'Habsbourg, qui a décidé que pour que tout le monde soit chill, si votre souverain local il est protestant, c'est-à-dire que les habitants du coin doivent être protestants. Si votre souverain local est catholique, tous les habitants doivent être catholiques. Sauf que parfois il y a des jeux de succession, parfois il y a des invasions, ce qui fait que votre souverain parfois il change sans votre bon vouloir. Parfois ça pose des frictions. Et il se trouve qu'en 1612, l'empereur du Saint-Empire romain germanique décide de changer la capitale. Avant, c'était Prague, ce qui lui a donné un certain statut. Et vu que maintenant le nouvel empereur est autrichien, il décide de délocaliser à Vienne. Mais en plus, il leur met un gouverneur tyrannique qui n'a rien à faire des valeurs protestantes, etc. Il y a des tensions qui vont se créer. Tout ça va éclater quand le roi de Bohême, qui s'appelle Ferdinand de Styrie, est catholique et va décider en fait de simplement faire un retour en arrière. Et dire, bon écoutez, tout ce que vous avez gagné, même sous les Hussites, c'est-à-dire il y a plus de 200 ans en arrière, j'ai décidé qu'aujourd'hui on va le foutre à la poubelle. Vive le pape, ça va pas mal grincer des dents. Mais le 5 mars 1618, les nobles se sont réunis dans l'hôtel de ville une fois de plus. Vous me voyez venir. Dedans, on n'a pas seulement les nobles de Prague, on a aussi les représentants catholiques, des représentants hongrois, des représentants autrichiens, bref, un petit peu partout du Saint-Empire romain germanique. Le petit problème, c'est que c'est bien de vouloir venir parler aux gens, sauf que si vous êtes ferme et que vous ne voulez rien négocier, vous n'allez rien obtenir. Qu'est-ce que monsieur Macron va écouter? Une partie des nobles de Prague va se retrouver à rebalancer par la fenêtre, mais ils vont pas mourir vu qu'ils vont tomber dans du foin et des choses qui ne sentent pas bon comme des excréments de chevaux. Par contre, à la merci de la foule, ce qui va être beaucoup moins cool qu'eux, et ils vont se faire littéralement démembrer. On va se retrouver du coup dans 3 ans de chaos entre 1618 et 1621. Au-delà de ça, les princes protestants du Saint-Empire romain germanique à l'intérieur de cette Allemagne vont commencer à soulever et dire « Oh, on va pas se faire marcher dessus ». Les catholiques de ce côté-là font de même. Et c'est là que du coup des royaumes de la Norvège, la Suède, le Danemark qui sont protestants vont se mettre à se ranger de leur côté. Les Pays-Bas espagnols vont servir de base avancée aux Espagnols qui sont catholiques pour venir tabasser à l'intérieur même du Saint-Empire romain germanique. Et la guerre de 30 ans, c'est une des rares guerres qui va durer le nombre d'années qui est annoncé en fait. Et cette petite guerre du coup, déjà que je t'ai annoncé les principaux belligérants, on va avoir la Pologne pour les catholiques qui vont se rajouter, on va avoir aussi la France, surtout qu'on a un ego de dingue. Les Espagnols sont quand même nos rivaux sur le continent, pas sur mer, sauf que du coup on va se ranger du côté des protestants et on va aller tabasser du catholique alors qu'on est nous-mêmes catholiques. La guerre de 30 ans va donc dégénérer ainsi. Cédric, combien est-ce que tu as mis de millions de morts ou de milliers de morts? J'ai pronostiqué 10 millions de morts. C'est un peu beaucoup, c'est 8 millions. En fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'à l'époque, les armées n'ont pas vraiment de train logistique en dehors de ce qu'elles amassent quand elles s'assemblent. C'est-à-dire qu'elles vivent de ce qu'on appelle de la terre, vont se retrouver à piller, à détruire la plupart des régions sur lesquelles elles se trouvent, et ça pendant plus de 30 ans. Ce qui fait que certaines régions, comme ici en Allemagne, la Haute-Saxonie, etc., une chute de 95% de la population. Par contre, ça va redéfinir la carte géopolitique de l'Europe. Tout ça parce qu'il y a des doutes qui ont été balancés du haut de l'hôtel de ville de Prague une fois de plus. Ça fait beaucoup là, non? Mais je vais passer à la dernière qui est beaucoup plus récente, qui est en 1948. Du coup, là, la République tchèque et la Slovaquie sont un seul et même pays qu'on appelle la Tchécoslovaquie. Et du coup, à sa tête, un certain président, Edvard Beneš, il y a des nouvelles élections. Et ces nouvelles élections, il y a un quiproquo politique et que le pays est en proie à des troubles. C'est pas que ça se bat dans les rues non plus, mais il y a beaucoup de protestations. Il avait un choix entre choisir les socialistes ou les communistes et il a choisi en fait de simplement démissionner. Beneš est en effet très vieux et quelques mois plus tard il meurt d'une attaque cérébrale. Du coup les communistes vont saisir cette opportunité. Est-ce qu'il y a un coup d'état fomenté totalement par l'URSS de Staline ou pas? On ne sait pas. Le gouvernement va être changé. En 1949, la République populaire et démocratique de Tchécoslovaquie est née. Cependant, ça ne va pas se faire sans sang. Quelqu'un va peut-être se faire balancer par la fenêtre. En effet, Thomas Garriga Masaryk, qui est le fondateur de cette République tchécoslovaque, et il avait un fils, Jan Masaryk. Et celui-là était très influent, logiquement, vu que son père était vachement famous et il n'était pas un mauvais diplomate. Lui, il n'est pas trop chaud pour que les communistes y prennent vraiment le pouvoir, il est vraiment dans la modération. On sait déjà à l'avance, et les communistes le savent très bien, qu'il va être une épine dans le pied. Du coup, le matin du coup d'État, on va le retrouver suicidé, jeté par la fenêtre de sa salle de bain. Et il se peut que s'il avait survécu, il aurait pu probablement au moins monter le nationalisme tchécoslovaque contre les communistes. C'était carrément de nouveau le nationalisme tchèque. Ce qui fait que notre Tchécoslovaquie est devenue communiste. Or, peut-être que vous connaissez l'OTAN.
le traité nord-atlantique. Il y a eu plusieurs raisons à sa fondation. Et ben ça a été créé en fait suite à diverses tensions, suite à des premières révoltes qui ont été matées en Hongrie, suite à certains mouvements ouvriers en France. Ça va pousser à créer pas mal de troubles dans ces pays-là, dont en Allemagne de l'Ouest, et surtout le revirement d'un État démocratique au centre de l'Europe, du côté communiste, ça va prouver aux dirigeants de l'OTAN futurement que à n'importe quel moment, leur pays, ou du moins des pays qui pensent acquis à leur cause, peuvent à tout moment rebasculer sur un coup d'État. Et du coup, il faut formaliser une alliance pour bien rester ensemble. Le fait que la Tchécoslovaquie soit passée rouge aussi rapidement et du fait de sa position géographique est en partie une grande cause de la formation de l'OTAN beaucoup plus tôt que prévu. Bon, c'était assez dense, c'était assez confus, je pense, parce qu'il y a beaucoup de dates à retenir, il y a beaucoup de personnages historiques, mais c'est surtout comment est-ce qu'un simple petit pays, en fait, peut changer le cours de l'histoire, et il y a plein de choses à raconter sur ce genre de choses-là. On pourrait faire 20 000 mornings, ce serait incroyable. Mais je crois que c'est l'heure de la tienne, Cédric, sur l'habillage télévisuel français. J'ai préparé normalement une petite playlist YouTube aux oignons hier à 2h du mat. Bien avant que le cinéma arrive, on a eu ces idées de faire du mouvement. Le fameux outil avec le cheval qui tourne et puis quand on se positionne, on voit que le cheval avance. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une succession d'images qui défilent très vite et qui provoquent l'illusion du mouvement. Donc très vite, le cinéma arrive. Ces fameuses images du train qui arrive en gare de la Ciotat, la sortie d'usine des Frères Lumière qui se trouve à Lyon d'ailleurs. Donc le cinéma est né à Lyon. Très vite, on se dit, bon, filmer des trucs c'est cool, mais on peut aussi animer des trucs, faire une succession de dessins, les mettre à la suite et provoquer du mouvement. Et ce qui nous donne des courts-métrages dès 1892 comme Pauvre Pierrot. Ça reste quand même très stylé, on est quand même au 19e siècle encore. Ah ouais, pour le coup, oui. Vient ensuite, fameux Georges Méliès. On essaye via le montage, via des cuts, à faire de la magie au cinéma, d'émerveiller les gens, un peu plus poétique, un peu plus abstrait pour raconter des images. Donc là, on a un optical poème en 1938. Bon, on peut faire des trucs un peu plus abstraits que du Disney à la même époque et chorégraphier le tout avec une musique. En 1940, ce qu'on va appeler le premier clip musical, alors c'est québécois. Ah, tabernacle. Le merle, c'est du stop motion en fait. Donc c'est vraiment des bouts de feuilles qui sont coupés et posés sur une plaque. Et on va venir scanner toutes les plaques, les ajouter à la suite et ça va nous donner une illusion de mouvement. En vrai, c'est marrant, j'aime bien. Et tu vois, c'est très abstrait, tu vois. On dessine pas tout de suite le merle et ça nous offre une liberté d'animation. Bah, tu vois, j'aurais quand même reconnu que c'était un piaf à cause du bec, mais... Ouais, on reconnaît bien que c'est un merle. Il y a des trucs qui ont été très créatifs en télé, je l'ai pas forcément mis dans la playlist, mais nous avons le réalisateur Jean-Christophe Averty et on a eu le passage à la couleur, cette fameuse image en live. Alors 80% des spectateurs n'avaient pas de téléviseur couleur, donc ils ne l'ont pas vu en direct. Pour eux, ça n'a absolument rien changé. C'était un luxe d'avoir déjà une télévision, mais en plus en couleur. Et donc dès le passage à la couleur, même avant, on exploite le noir et blanc pour faire de très belles choses. Donc on a Jean-Christophe Averty qui nous propose des véritables shows qui pourraient être vraiment retransmis dans des musées aujourd'hui, qui sont vraiment de l'art à la télévision. Hein, quand on dit qu'aujourd'hui on a une image peut-être un peu biaisée de la télévision qui est très peu artistique, mais je veux dire dans les années 60 c'était ça la télévision quoi. C'était des grands spectacles de ce type chorégraphiés pour passer à l'antenne quoi. On a aussi dans les années 60 la Linéa, c'est cette série qui passait à l'époque à l'ORTF, puis il y a eu de multiples rediffusions, même encore quand j'étais petit ça passait encore sur Gulli. Donc tout ça c'est du dessin image par image, c'est-à-dire le mec dessine sa ligne, voilà, tu vois, on le voit. Et c'est du stop motion en fait. Pour revenir un peu au cinéma, parce qu'on a en parallèle dans les années 50-60 une personne qui s'appelle Saul Bass, qui est une référence mais immense, car c'est le premier à vouloir faire des génériques stylés. Autre chose que des cartons ou des génériques déroulants. Les quatre traits qui se rejoignent, on aurait dit un peu James Bond mais cheap. On y arrive à James Bond. Dans le même genre que Saul Bass, on a Maurice Binder qui lui faisait pareil pour les James Bond. Mais tous les James Bond en fait, dès Dr No, c'est devenu un peu une marque de fabrique de faire un générique hyper stylé. Encore aujourd'hui, les génériques des James Bond sont des masterclass. Hein. Skyfall qui est mythique, GoldenEye avec Tina Turner, les flammes, les gonzesses à poil qui se dandinent, enfin bien les années 90 tu me diras. Et puis vient le numérique. En 58 ? Et oui, dès 1958, Alfred Hitchcock réalise le film Vertigo. Vertigo a apporté beaucoup de choses au cinéma, notamment l'effet Vertigo. Il apporte les premiers effets numériques. Alors quand tu vas dans des salons de motion design, parce que oui ça existe, beaucoup vont te dire oui, mes inspirations, c'est Vertigo, c'est magnifique. Je trouve ça terriblement kitsch et mal vieilli. C'est historiquement un banger et une première fois au cinéma, mais dire que ça, c'est notre inspiration encore aujourd'hui, oui, il faudra mettre à jour. Ça me fout le seum quoi. Et on va revenir à la télé parce que vient la 3D. Voilà ce qu'on faisait
aux Ah non. États-Unis dans les années 80. C'est pas mauvais en fait. Et oui, une sacrée longueur d'avance des ricains, à l'époque où Pixar aussi est fondé et commence leur premier court-métrage d'animation. Et puis on a MTV qui émerge à l'époque. Petite anecdote d'ailleurs, le premier clip diffusé sur MTV, c'était Video Kill de Radio Star. Ce message très fort, Video Kill de Radio Star, qui marque un tournant dans la télévision, car maintenant on va utiliser de plus en plus de clips vidéo. MTV va jouer beaucoup avec des jingle pubs réalisés en stop motion, des fois en effet numérique, des fois en animation traditionnelle. Évidemment, le Super Bowl, la messe traditionnelle aux oui, bah, États-Unis ça m'étonne pas, bénéficie du plus gros standing d'animation de l'époque. Ça, c'est du numérique, mais on fait ça sur des ordinateurs qui sont des machines faites pour ça. Ah, c'est-à-dire qu'on développe l'ordinateur juste pour faire de la 3D. Oui. Et vient 1993 où un logiciel arrive sur le marché, After Effects. After Effects qui est un logiciel que tout le monde peut se procurer sur un personal computer. Donc ça devient de plus en plus accessible. Alors de plus en plus accessible, t'appuies sur play et tu reviens demain pour voir le cache. Ouais, le qu'est-ce qu'il temps a de fait. rendu devait pas être dégueu. Mais After Effects a simplifié énormément de choses. On a un renouveau au niveau des génériques, notamment Seven, le générique de Seven qui est fait sur After Effects. C'est aussi la même période au niveau du montage. Avid arrive sur le marché, donc ce qu'on connaît aujourd'hui avec Premiere, Final Cut, Sony Vegas bien sûr. Donc ça c'est les States, on a vu beaucoup de 3D. Et puis en France, on est un peu en retard en France. Les jingles de régie publicitaire française. Donc sur Antenne 2, on a fait cette fameuse pomme qui est culte avec ce jingle. Et sans transition, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. TF1 n'utilise plus ces jingle pubs aujourd'hui, mais ça c'est full 3D avec un rendu très photoréaliste. Ah oui, les marmottes de On a, France 3. oui, on a les marmottes de France 3, bravo. Donc tout ça c'est de la 3D, le rendu des poils, tout ça. Ça doit être monstrueux quoi. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui sur TF1. Ça rappelle un peu les jingle pubs sur Francis. Mais bon, pour arriver là, TF1 est passé par là. TF1 tente des trucs en 3D en s'inspirant de ce qu'on fait fameux outre-Atlantique. Donc voilà ce que ça nous donne côté TF1. Arrêtez de faire des Lego là. Et à l'époque, une télé, c'était pire que Francis. Il y avait des interruptions la nuit. Le flux coupé. Et sur Antenne 2, on avait ça. Donc un générique fait par Folon. Un truc hyper déprimant. Tu vois ça à 1h du mat sur Antenne 2. Ouais, ça t'empêche pas de dormir au moins. Ouais, mais enfin, ça n'empêche pas de te flinguer aussi, quoi. Encore récemment, le flux coupait et Gulli, on a ce fameux G qui ronfle à partir d'une certaine heure pour dire les enfants, c'est tard, faut aller se coucher. Et puis FR3 encore à la ramasse. Hein. Bonne nuit. Je sais pas ce qu'ils avaient avec ces histoires d'œil. Et puis il y avait un waiting screen. Voilà. Finalement, bon, on n'a rien inventé quoi. Hein. TF1 change son logo en 85. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Là on y est quoi. La synthwave, les néons, j'adore ça. Et puis en 87, alors ça a duré 3 mois ça, de janvier 87 à avril, mais j'adore parce que ça provoque encore aujourd'hui un effet Mandela. La une, voilà. Donc là c'est l'époque où la DA de TF1 s'est dit on va tout jouer sur l'appellation La Une. Alors que TF1 s'appelait encore TF1 et ma mère est persuadée qu'à l'époque TF1 s'appelait La Une. On va arriver sur la fin. Je vais juste vous donner une référence si vous voulez approfondir plus loin. Un site magnifique qui s'appelle le Nodal. C'est incroyable, c'est quelque chose que Lina ne fait pas. Lina, l'interface. oui, alors, c'est moche. Et là, vous pouvez sélectionner votre chaîne, votre émission et l'année. Donc, par exemple, je veux voir ce qui se faisait sur TF1 en 1990. Et j'ai toutes les archives de 90 de TF1. On a après le générique du trésor qui s'ouvre dans un pop-up. Ah, il y a déjà cette musique là. C'est à ce moment en 90 que c'est arrivé. C'est bourré d'archives, ce site, c'est incroyable. Je pourrais encore en parler pendant des heures, mais il va falloir rendre l'antenne. Merci d'avoir suivi ce morning. Tu peux peut-être te mettre à côté de moi pour Ah oui, conclure, c'est vrai. pour accueillir Guillaume et Benjamin qui vont monter un PC. Francis Tech Tips. Donc là, on va manger de la carte graphique. On va s'amuser. En régie, on est prêt pour lancer la pub. Ciao, merci de nous avoir suivis.